Bonjour à tous, je suis le docteur Emeline Tabouret et je suis cancérologue dans le service de neuro-oncologie du professeur Chinot et je travaille également dans le laboratoire de recherche du professeur Figarella Branger. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un petit peu les différentes étapes de la recherche en neuro-oncologie. Alors la recherche en neuro-oncologie, comme la recherche en oncologie en général, présente généralement deux axes de recherche complémentaires. Un axe de recherche fondamental que l'on fait généralement au laboratoire de recherche et un axe de recherche clinique qui se déroule à l'hôpital. Alors au sein du laboratoire, qu'est-ce que l'on fait en termes de recherche? Généralement, on va s'intéresser au mécanisme de la maladie, au mécanisme de la tumeur pour comprendre comment elle fonctionne, et on va essayer de développer de nouveaux médicaments et d'évaluer éventuellement de nouvelles modalités thérapeutiques qui pourraient être innovantes pour les patients. En recherche clinique, celle-ci se déroule à l'hôpital et correspond généralement aux essais cliniques de nouveaux médicaments ou alors de médicaments que l'on connaît déjà, mais qui étaient utilisés dans d'autres indications. Alors en pratique, comment ça se passe? Généralement, on commence par avoir souvent un problème clinique. On est confronté en tant que cancérologue à quelque chose que l'on ne comprend pas, quelque chose que l'on voudrait améliorer. Et à ce moment-là, généralement, la première étape est de retourner au laboratoire pour analyser la tumeur, analyser la maladie pour mieux la comprendre. Une fois qu'on l'a mieux compris, on va essayer de développer de nouveaux médicaments, de nouvelles stratégies thérapeutiques, toujours au laboratoire. Et une fois que l'on aura des résultats intéressants, il faudra bien sûr, le plus rapidement possible, revenir vers nos patients, généralement dans le cadre d'essais thérapeutiques. Alors, si on va un petit peu plus dans le détail, les problèmes cliniques, alors qu'est-ce que c'est? On peut être confronté à différents problèmes cliniques, mais ça peut être par exemple d'avoir différents patients qui ont une même maladie, qui s'appelle pareil, qui vont avoir le même traitement au début, et pourtant, chez certains patients, ce traitement va être parfaitement efficace, et chez d'autres patients qui présentent la même maladie a priori, ce médicament ne va pas suffire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ce problème clinique? Eh bien, on va aller direction le laboratoire, et dans un premier temps, on va essayer d'analyser ces différentes tumeurs, d'analyser ces différentes maladies, pour comprendre pourquoi elles nous posent problème. Alors, quand on analyse la tumeur, il y a également différentes étapes. La première étape, finalement, la plus accessible, va être de regarder les caractéristiques de notre tumeur. Les caractéristiques avec un microscope, les caractéristiques qu'on va dire histologiques, où on va regarder l'aspect des cellules, de la tumeur, la taille, la forme, on va regarder un petit peu ce qui est autour de ces cellules. Et donc en pratique, comment ça se passe? Eh bien, là, vous voyez sur ce petit film, on va d'abord commencer par faire des tranches extrêmement fines de la tumeur, pour pouvoir la mettre au niveau de l'âme, que l'on va pouvoir ensuite regarder au microscope. Donc au laboratoire, on a la chance d'avoir un microscope, enfin même plusieurs microscopes extrêmement puissants, qui vont nous permettre de faire des analyses très précises. Alors ces analyses, elles vont nous permettre de regarder bien sûr les cellules tumorales, comment elles se comportent, comment elles sont organisées, mais également de regarder les cellules qui sont autour de ces cellules tumorales et qui nous intéressent également beaucoup, que l'on appelle les cellules du micro-environnement tumoral. Ça peut être les vaisseaux, ça peut être les cellules immunitaires, donc tout cela va nous donner beaucoup d'informations sur l'architecture de la tumeur. Puis après, par la suite, on va vouloir zoomer en quelque sorte sur notre tumeur et aller un petit peu plus loin dans sa caractérisation, et on va vouloir regarder les caractéristiques microscopiques de cette tumeur. Alors, parmi les caractéristiques microscopiques, celles auxquelles on va s'intéresser déjà, ça va être les caractéristiques de son ADN. Alors, l'ADN, c'est le génome de la cellule tumorale qui se trouve dans son noyau, que vous voyez ici sur cette image à ce niveau-là. Et donc, comment on va faire pour analyser ces caractéristiques? Eh bien, cela va passer par différentes techniques, mais en pratique, on va prendre nos cellules tumorales, on va extraire l'ADN par des techniques spécifiques, et ensuite, cet ADN va pouvoir être analysé par des machines assez sophistiquées dans le but de nous donner finalement des anomalies spécifiques de cet ADN au niveau de la cellule tumorale qui pourraient nous faire comprendre en fait pourquoi cette tumeur elle semble plus résistante ou alors nous permettre d'identifier des anomalies de cet ADN que l'on pourrait après utiliser en thérapeutique. Alors, un autre aspect également de l'analyse de la tumeur au niveau microscopique, on va s'intéresser également aux protéines. Alors les protéines, ce sont des marqueurs, ce sont des petites sortes de molécules qu'on peut trouver à l'intérieur de la cellule tumorale, mais que l'on peut également trouver au niveau de la membrane de la cellule tumorale. Et là, c'est très intéressant au niveau de la membrane, puisque ça va nous permettre
d'être très facilement accessible pour à la fois reconnaître les cellules de la tumeur et en même temps pour pouvoir peut-être développer des médicaments contre ces protéines. Alors là aussi, comment est-ce qu'on fait pour analyser les protéines de la tumeur? Eh bien, on va devoir extraire spécifiquement ces protéines, on va avoir différentes techniques, ça c'est un petit peu plus compliqué, et on va les faire finalement migrer, en gros on va les faire se déplacer sur des membranes, comme vous pouvez le voir ici, et ensuite on va pouvoir repérer les protéines qui nous intéressent, les doser, et finalement après s'en occuper plus directement. Alors qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a généré finalement tous nos résultats, que ce soit les résultats de l'ADN, le résultat de protéines, on va avoir énormément de données. Ces données, il va falloir les analyser. Et pour les analyser, généralement, il va nous falloir des techniques un petit peu sophistiquées et le recours à des analyses informatiques complexes. Donc ça prend là aussi un petit peu de temps. Et à la fin de toutes ces analyses, une fois qu'on a regroupé tout ce qu'on a observé, généralement, le but, c'est d'arriver à identifier la cible thérapeutique idéale, d'identifier, alors là par exemple, je vous ai mis une protéine, cette protéine qui peut être par exemple celle qui est vraiment fondamentale à la progression de la tumeur, fondamentale à sa survie, qui va être finalement celle que l'on va vouloir absolument cibler avec un médicament. Et donc, une fois qu'on l'a repérée, bien sûr, l'étape d'après au laboratoire, ça va être d'essayer de développer un médicament pour justement cibler plus particulièrement cette protéine qui nous intéresse. Alors, comment est-ce qu'on fait pour évaluer un médicament au laboratoire? Alors, la première étape, mais qui est finalement l'étape la plus longue mais la plus importante, ça va être d'analyser l'effet de notre médicament sur des cellules en culture. Alors là, vous voyez par exemple, on a des petites cellules en culture dans ces flacons que l'on va traiter avec plusieurs conditions, plusieurs doses de médicaments, et on va aller observer comment se comportent les cellules de la tumeur. Est-ce qu'elles supportent ça? Est-ce qu'elles ne le supportent pas? Pour essayer de trouver, bien sûr, à la fin, une drogue, un traitement qui va nous permettre d'éradiquer les cellules de la tumeur. Donc lorsqu'on a trouvé le bon médicament, parfois il faut en tester plusieurs, lorsqu'on a trouvé les bonnes conditions, la bonne dose, avant de passer chez le patient, il va falloir faire encore des tests, et ces tests vont devoir passer, malheureusement encore à l'heure actuelle, par des tests chez les petits animaux. Alors ces petits animaux, généralement ce sont des souris que l'on utilise. Ces souris ne sont pas dans notre laboratoire, ils sont dans un endroit spécial au sein de la faculté de médecine, dans un endroit que l'on appelle une animalerie, c'est vraiment spécifique, c'est une sorte de petit hôpital à souris où on va s'assurer tout au long de nos expériences déjà d'en utiliser bien sûr le moins possible et on va s'assurer de leur bien-être et surtout du fait qu'elles n'aient jamais de douleur tout au long de nos expériences. Pour cela, bien sûr que tous les chercheurs s'en assurent et il y a aussi dédiés dans cette animalerie des vétérinaires et des assistants qui vérifient bien sûr comment vont tous nos petits animaux. Alors pourquoi est-ce qu'à l'heure actuelle on a encore besoin de cette étape avant les patients? Eh bien parce que il faut, avant de passer à l'essai clinique, vérifier que nos molécules sont bien efficaces et il faut aussi que l'on ait des idées, des premières données sur les potentiels effets secondaires. Donc une fois que l'on a réussi à avoir ces données chez la souris, généralement on est plutôt à l'étape que l'on attend tous, de se dire ben voilà, on avait un problème clinique et maintenant j'ai peut-être une solution. Et donc, je vais retourner vers les patients pour essayer de tester mon nouveau médicament. Mais là, finalement, ce n'est pas encore tout à fait simple, puisque en recherche clinique, on va avoir plusieurs étapes. En gros, on va avoir 3 étapes minimales pour aller jusqu'à l'autorisation d'utiliser ce médicament. Donc, il va y avoir la première étape, qu'on appelle la phase 1, qui va correspondre à donner ce nouveau médicament à un tout petit nombre de patients. Généralement, on peut tester plusieurs doses puisqu'on n'est pas sûr et certain d'avoir la dose optimale et on va avant tout surveiller que ce médicament est bien supporté. Donc une fois qu'on a identifié la dose qui nous semble être la meilleure, à ce moment-là, on va pouvoir tester notre médicament sur une phase 2, sur un nombre un petit peu plus important de patients. Et là, le but, ça va être de voir si avec ce médicament, les patients vont pouvoir répondre, au moins une partie des patients vont pouvoir répondre à ce nouveau médicament. Et si on a une preuve que ce médicament peut être efficace, alors à ce moment-là, on va pouvoir passer vers un essai de phase 3, qui est l'essai beaucoup plus volumineux, avec beaucoup de patients, où on va pouvoir comparer notre nouveau médicament avec le médicament classique. Et c'est uniquement si notre médicament montre qu'il est plus efficace que le traitement classique, et uniquement alors, on pourra avoir l'autorisation d'utiliser notre médicament chez les patients.
Donc, en conclusion, vous avez maintenant des petites données sur les aspects à la fois de la recherche clinique et de la recherche fondamentale. Mais comme vous l'avez vu, je pense vraiment que les deux sont indissociables et qu'il faut qu'il y ait des allers-retours permanents d'un côté et de l'autre. Le développement de nouveaux médicaments nécessite avant tout une meilleure connaissance de la tumeur pour bien comprendre ses mécanismes et identifier quelles sont les meilleures cibles thérapeutiques les plus pertinentes. Bien sûr, en recherche, notre objectif est avant tout de proposer des traitements innovants, mais également sûrs à nos patients le plus rapidement possible. Mais comme vous l'aurez probablement compris à travers ce diaporama, malheureusement la route est longue, mais le travail en équipe est vraiment indispensable pour avancer le plus rapidement possible. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition si vous avez la moindre question. Merci.